Bonjour, on se retrouve donc pour la correction des exercices récapitulatifs du fameux chapitre 2. Et c'est parti pour l'exercice numéro 1. Donc ici, c'est une synthèse totale d'un intermédiaire d'intérêt thérapeutique. Et on a besoin de quoi? D'un dérivé qui est substitué, qui porte un benzène qui porte 4 substituants. Donc il faut bien faire attention à l'ordre d'introduction des différents substituants. Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule voie d'accès à ce composé, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter celle que j'ai réalisée. Donc, d'abord, il faut savoir que le groupement méthyle, un groupement alkyle, va orienter en position ortho et para, donc ça convient pour l'introduction de nos deux groupements hydroxyles. Donc, moi, j'ai démarré avec un NO2, d'accord, avec une nitration. Ensuite, j'ai directement oxydé le groupement méthyle en acide carboxylique. C'est suivi d'une réduction des deux groupements nitro en groupement amino. Et ensuite, pour transformer le groupement amino en groupement hydroxyde, on fait une petite sonde meilleure et le tour est joué. Il ne restera plus qu'à introduire le dernier NH2, vous voyez, celui-ci, et ça va se faire grâce à de nouveau une nitration. Alors la nitration à ce niveau-ci fonctionne, pourquoi? Parce que je suis en para du premier hydroxyde, en ortho du second, et je suis en méta de l'acide carboxylique. Lui, on s'en fout, puisque c'est pas lui qui va décider de l'orientation, c'est les groupements activants qui vont permettre cette décision. Donc voilà, dans l'ensemble, ça a été. Deuxième exercice, on est... Ah oui, celui-là, c'était une catastrophe. Pourtant, il me semblait simple, hein. Ce que vous avez certainement oublié, c'est le rôle de mon ami Bully. Donc, Bully, c'est quoi? C'est une base. Et on avait vu que ce sont les protons en alpha de l'acide du cycle basénique qui sont les plus acides. Donc Bully va pouvoir venir décrocher un proton, je vais le dessiner ici comme ça, va pouvoir venir attaquer le proton. Et on va avoir à ce moment-là la formation d'une paire libre. Cette paire libre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir attaquer ma base aldéhyde, comme le ferait un organomagnésiens. Et à ce moment-là, après une hydratation, je vais avoir mon dérivé alcool, comme ceci. Donc on retrouve bien tout, le carbone, ce carbone-ci, il se situe ici. Et ensuite, je vais, avec de la chaleur, et en milieu acide, je vais réaliser une déshydratation pour former une double liaison. Donc, voilà. Et on a bien les différents composés recherchés. Donc, fallait y penser, hein, je suis d'accord, mais bien se souvenir que Bully, c'est une base. Exercice numéro 3. Alors, encore une fois, c'est avec du Bully. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'était une base. Je vous ai donné un petit truc, c'est le benzène. Et comment on forme un benzène? En fait, avec une base forte. Théoriquement, pour utiliser les benzènes, je prends dans le cours, c'est avec de l'amidure comme ceci, qui est négatif. Donc l'amidure, c'est une base. Donc le Bully va jouer le rôle de cette base. C'est ce qu'on va voir. Donc la première étape, c'est la formation de l'intermédiaire benzène. Donc on va avoir le Bully ici qui va venir attaquer mon proton. Et on va avoir... je vais un peu trop vite moi. Voilà. Et on va avoir une charge négative à ce niveau-ci. Sur le carbone. Alors, cette charge négative, elle est perpendiculaire
au noyau basénique, elle ne fait pas partie du système aromatique, donc on garde une aromaticité au niveau du cycle, hein, donc c'est un peu une paire libre externe. Et cette paire libre aussi, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir former un benzène en faisant partir le fluor. Donc on a moins F- qui va partir comme ceci. Et on va obtenir notre intermédiaire benzène. Ensuite, le benzène, bah, il ne va pas rester comme ça, hein, c'est relativement réactionnel. Et comme ça a lieu dans les mécanismes d'action du benzène, on a de nouveau le butyllithium qui va venir attaquer comme ceci un des carbones du benzène. Ça peut attaquer en haut ou en bas. Hein. Vous vous souvenez, on avait vu les deux. Hein. Et donc on a une charge négative à la place du fluor, hein, qui a disparu depuis longtemps. Et cette charge négative va venir attaquer l'acétaldéhyde pour former un alcoolate. Et ensuite, avec une hydratation en milieu acide, je vais obtenir mon composé final, mon alcool. Ça va? Donc voilà, il fallait bien revoir l'attaque et la formation de l'intermédiaire benzène pour pouvoir résoudre cette problématique. Exercice 4, classer les molécules suivantes, classer les molécules suivantes par ordre décroissant de réactivité par rapport à une substitution nucléophile. On n'est pas sur une substitution électrophile vis-à-vis d'un ion hydroxyde. Alors, quelles sont les caractéristiques pour avoir une bonne substitution nucléophile? Il faut que le cycle soit appauvri en électrons, puisque qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une charge à stabiliser, une charge négative qui va devoir être stabilisée. Donc, plus le cycle sera appauvri en électrons, et mieux cette charge sera stabilisée. En plus, ils doivent être, cette charge, elle va passer toujours, hein, comme toujours, en position ortho et en position para. Donc, le top, celui qui va réagir le mieux, ça va être le substituant qui apporte des groupements nitro en ortho-para. Ensuite, on va avoir celui qui en porte 2, mais para, et bien entendu, celui-ci en méta ne va pas permettre de stabiliser la charge par résonance, mais plutôt par effet inductif. Ensuite, on a les deux substituants ortho-para, qui eux ont une activité de stabilisation de la charge négative intéressante, mais il y en a qu'un seul. Et le pire, c'est le NO2 tout seul, puisque lui ne permet pas, hein, vous voyez bien que la charge ne passera jamais sur la position méta. Donc voilà pour l'exercice 4. L'exercice 5, il fallait faire un tout petit peu de recherche, hein. Revoir un peu. Donc, une vitique, c'est des réactions avec des agents organophosphorés. Et ça va permettre, en fait, de faire réagir mon CO2. Comment dire? Je vais y arriver. Donc, ça permet de transformer une CO, qu'elle soit de type aldéhyde ou cétonique, avec mon CH2. D'accord? Comme ceci. Et ça va donner une fusion. Je vais enlever mon oxygène. Je peux le faire, j'ai une petite gomme, comme ceci. Et on va avoir la formation d'une double liaison CH2. Ça va. Le mécanisme n'est pas très long. Il est intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une charge négative sur le carbone ici. Et ça va permettre d'attaquer le carbone... le carbone, la fonction carbonyle, et on va avoir un intermédiaire comme ça. Et l'oxygène, il va partir avec mon phosphore. Hein. Je vais avoir comme produit final, je vais avoir ceci. Hein. C'est 6H5, 3 fois O. Hein. Ça va. Donc ça, c'est la réaction de Wittig, ça fonctionne bien.
Ça me permet d'avoir ma double liaison à ce niveau-ci. Ensuite, la suivante, bah, c'est assez simple puisqu'on va former un ester. Et pour former un ester, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les chlorures d'acide. Donc voilà. Ensuite, bah, je vous ai mis le nom de la réaction. C'est une réaction de Misoroki-Eck. Et un peu bizarre, d'accord? Je vous demande pas de retenir ces réactions, mais il suffit de taper le nom sur Internet et vous avez une belle page wiki qui l'explique. Et ici, bah, j'ai oublié un truc. Moi, j'ai oublié... Voilà, ce sera mieux comme ça. Et ça va permettre de faire un couplage sur des dérivés. Alors, ça fonctionne que pour certains types de dérivés, ça ne fonctionne pas pour tout. Donc, ça fonctionne pour des styrènes, d'accord? Donc, voilà. C'était juste pour faire un peu dans l'exotisme. Et ensuite, bah, la dernière, on va faire une hydrolyse basique pour, en fait, enlever la protection au niveau des alcools. Et on retrouve notre jolie molécule. Alors, l'exercice 6. Ça permet de l'obtention de l'aclomide. Donc, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de protéger la position ortho pour éviter les attaques. Donc, j'ai réalisé une amide à ce niveau-ci. Alors, si je ne mets pas de catalyseur d'acide de Lewis, bah, elle ne va pas aller sur le cycle. Elle va attaquer notre joli perlip sur l'azote. D'accord? Alors, ce substituant est encombrant sur l'azote, donc il va défavoriser l'attaque en en ortho, et on va avoir notre attaque en para pour la bromation. Ensuite, j'enlève mon amide en milieu basique, hein, comme toujours, et j'obtiens mon premier composé. Voilà. Alors, ensuite, il faut passer de NH2 à NO2. Donc ici, bah, c'est juste une oxydation avec de trifluoroacide acétique, du peracide trifluoroacétique. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, je vais faire une jolie chloration. Donc, j'ai que les positions ortho qui sont possibles pour le brome, hein, puisque c'est lui qui va donner l'ordre d'orientation, puisque c'est celui qui va activer le mieux, qui va le mieux stabiliser les différents intermédiaires lors de la formation du composé. Ensuite, je fais une substitution nucléophile. On voit bien que mon cycle est quand même bien désactivé et cette substitution nucléophile va venir sur le brome. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais pouvoir stabiliser les charges avec mes composants, qui sont mes substituants, qui sont en para et en ortho. Le chlore, bah, j'ai rien, j'ai juste le brome en ortho, mais le NO2, il se situe en méta, donc c'est absolument pas favorable. Et pour terminer, bah, je fais une hydratation de mon nitrile, de mon groupement cyano, en une jolie petite amide avec l'acide chlorhydrique à 40 degrés. Voilà. Exercice 7. Bah, ici, c'était sur la première partie du chapitre 2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? KMNO4, bah, ça pète tout. D'accord, ça oxyde tout et ça coupe toutes les liaisons, comme ça, comme ça. Et on obtient cette molécule avec 4 fonctions acide carboxylique. 1, 2, 3, 4. MnO2, c'est un oxydant, mais beaucoup plus calme. Et lui, il va juste oxyder mon alcool terminal en aldéhyde. Alors, KMNO4, pour moi, ça permet de terminer la réaction avec l'oxyde de manganèse, mais peut-être que ça permet d'accéder à l'acide carboxylique. Je n'ai rien trouvé de convaincant là-dessus, mais voilà. S'il y en a qui ont des infos là-dessus, ils peuvent me les donner. Alors, la suivante, elle était assez marrante, parce que c'est un long cheminement pour pas grand-chose. Donc, ici, je vais faire une alkylation de Friedel-Crafts. Donc, je vais introduire à ce niveau-ci mon CH3, comme ceci. Ensuite, je fais une nitration
avec mon NO2. Et ensuite, je fais KMNO4, tac, tac, hein, et j'oxyde mes deux groupements alkyles. Le dernier exercice, le fameux herbicide de 4D, hein, c'est du napalm, tristement connu. Donc, j'ai pris le loisir de partir du phénol. Je fais une chloration en ortho et en para. Ensuite, je vais former mon alkoxide avec mon NaOH et je viens faire une formation d'un éther classique, un éther de Williamson. Et pour terminer, j'ai oublié de mettre, il me faut une hydrolyse acide comme ceci pour obtenir la molécule finale. Alors, la phénacétine, la phénacétine, plusieurs systèmes aussi. La problématique, c'est que si on se retrouve avec du NH2 ici et du OH là, on va avoir une problématique de régiosélectivité. Donc, j'ai préféré garder mon NO2, travailler sur mon groupement OH. Donc, je vais faire encore une fois une Williamson pour former mon éther. D'accord. J'ai pas refait la synthèse du premier composé. Ensuite, j'ai fait une réduction du NO2. Et ensuite, je viens alkyler mon NO2. Ici, j'ai pris de l'anhydride acétique. J'aurais pu prendre du chlorure acétique. Ça revenait au même. Donc voilà pour celle-là. Et la dernière, elle était un peu plus sauvage. Excusez-moi. Alors, je suis parti du bromobenzène. Je refais une bromation comme ceci. Et ensuite, avant de refaire ma deuxième bromation, je vais bien bloquer le para. D'accord, avec du SO3. Je fais ma seconde bromation, comme ça je l'ai en ortho. J'enlève mon blocage en ortho. Ensuite, je fais une nitration, qui va aller, bien entendu, en ortho ou en ortho là, mais ça reviendra au même, les molécules sont symétriques. Et ensuite, je fais une réduction et j'ai mon NH2. Je peux tout de suite partir sur une sonde meilleure pour obtenir ma fonction OH. Ils sont jolis mes petits ronds. Ça va. Alors, ici, vous pouvez me dire, ouais, mais peut-être que je suis d'accord, j'ai fait une alkylation directe de Friedel-Crafts. Peut-être qu'il eût fallu protéger l'alcool d'abord. Mais franchement, voilà, je vous l'ai dit en vidéo, c'est suffisant. Ensuite, je fais une oxydation du CH3. J'obtiens mon acide carboxylique, beaucoup d'acide carboxylique, et je termine par comment dire, je vais y arriver, par une acylation de mon alcool. Ici aussi, je vais peut-être avoir une compétition entre les deux cycles, mais je pense que l'alcool est quand même nettement plus réactionnel que l'acide carboxylique, donc on va se dire que ça va fonctionner de cette manière-là. Donc voilà, la résolution de ce fameux exercice